Dès les premières heures de la journée, une tension presque imperceptible semblait s'installer sur Seth, comme un frisson diffus que personne ne pouvait vraiment expliquer, mais que chacun ressentait au fond de lui. Rien n'avait encore éclaté, aucun événement spectaculaire ne venait troubler la surface du quotidien, et pourtant, quelque chose s'était déjà fissuré, comme si un équilibre fragile venait d'être rompu sans bruit. Dans ce silence lourd, les décisions les plus graves allaient être prises, celles qui changent irrémédiablement le cours d'une vie. Au commissariat, Martin avançait avec cette rigueur qui le caractérisait, mais derrière son calme apparent, une inquiétude persistante s'était installée. Il ne s'agissait pas simplement d'une affaire de plus, ni d'un jeune en fugue que l'on pourrait retrouver après quelques heures de recherche. Cette fois, le nom de Diego résonnait différemment, chargé d'une gravité nouvelle. Lorsqu'il valida officiellement l'avis de recherche, il savait qu'il ne poursuivait plus un adolescent égaré, mais quelqu'un qui s'était volontairement rapproché d'un monde dangereux. Cette simple signature marquait une frontière invisible. Diego venait de basculer dans une réalité dont il serait difficile de s'extraire. Chez les Delcourt, le climat était tout autre, mais la tension y était tout aussi palpable. Alex tenait encore la lettre de Diego entre ses mains, comme s'il espérait y trouver une explication qui lui permettrait de comprendre l'incompréhensible. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent, révélant un mélange de confusion, de fuite et de détermination. Il ne s'agissait pas d'un appel à l'aide, ni d'une véritable rupture, mais plutôt d'un message suspendu entre deux mondes, comme si Diego lui-même ne savait plus à quel endroit il appartenait. Alex, lui, refusait catégoriquement de considérer cette lettre comme un adieu. Derrière son inquiétude, une résolution naissait déjà. Il ferait tout pour retrouver Diego avant qu'il ne soit trop tard. Dans un tout autre décor, Bella avançait avec une assurance troublante. Là où Diego hésitait encore, elle, au contraire, ne doutait plus. Son regard était fixé sur un objectif précis, presque obsessionnel, et tout ce qui l'entourait semblait organisé autour de cette idée. Le braquage de la bijouterie n'était pas une impulsion, ni un acte désespéré. C'était un plan construit avec méthode, nourri par des observations minutieuses, et renforcé par une détermination qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Les travaux dans la rue représentaient une opportunité idéale, un détail que peu de gens auraient remarqué, mais que Bella avait su transformer en avantage stratégique. Face à elle, Diego se retrouvait peu à peu piégé dans une spirale dont il ne maîtrisait plus le rythme. Au départ, il s'était accroché à une forme de résistance intérieure, une voix fragile qui lui rappelait ce qu'il risquait de perdre. Mais cette voix devenait de plus en plus faible à mesure que la pression extérieure augmentait. Ben, avec sa présence insistante et ses remarques à peine voilées, exerçait une influence constante, poussant Diego à se positionner, à choisir son camp. Il ne s'agissait pas de menaces directes, mais d'une forme de pression plus subtile, plus efficace, qui jouait sur l'orgueil et le besoin de reconnaissance. Progressivement, Diego se retrouvait enfermé dans une logique qui le dépassait. Refuser devenait presque impossible, non pas parce qu'il n'en avait pas la capacité, mais parce que tout autour de lui semblait déjà avoir décidé à sa place. Et au milieu de cette confusion, Bella apparaissait comme la seule certitude, la seule personne qui semblait savoir exactement où elle allait. Cette assurance, aussi dangereuse soit-elle, exerçait sur lui une attraction qu'il ne parvenait plus à combattre. Au même moment, l'enquête progressait lentement mais sûrement. Damien, concentré sur ses analyses, finit par identifier un élément clé, une trace ADN retrouvée sur un container. Ce détail, en apparence anodin, ouvrait une porte importante. Le nom de Ben Novo apparut rapidement, accompagné d'un passé judiciaire qui confirmait les soupçons des enquêteurs. Il ne s'agissait plus d'un simple groupe improvisé, mais d'une bande ayant déjà flirté avec la criminalité. Cette découverte donnait à Martin une vision plus claire de la situation, mais elle renforçait aussi l'urgence d'agir. Pendant ce temps, à l'hôpital, Marianne poursuivait sa journée sans se douter qu'elle allait être confrontée à une histoire bien plus personnelle qu'elle ne l'imaginait. Lorsqu'elle fit la connaissance de Daniel Perrault, elle ne vit d'abord qu'un patient exigeant, difficile, presque irritant dans ses remarques incessantes. Mais très vite, un détail changea la perspective. Le lien avec Sébastien transforma cette rencontre en quelque chose de bien plus complexe. Sans connaître les raisons profondes de leur conflit, Marianne comprit instinctivement qu'elle venait de toucher à une blessure ancienne, encore ouverte. Cette tension se confirma lorsqu'elle évoqua Daniel auprès de Sébastien. La réaction de ce dernier ne laissa place à aucun doute, derrière son refus de parler se cachait une douleur qu'il n'était pas prêt à affronter. Son silence n'était pas de l'indifférence, mais une forme de protection, comme si revenir sur le passé risquait de faire ressurgir des choses qu'il préférait garder enfouies. Dans un registre plus intime, Swazik, elle aussi, se retrouvait face à une vérité qu'elle ne pouvait plus éviter.
Devant Adam, elle choisit enfin de lever le voile sur la situation. Il n'y avait pas de trahison sentimentale, pas de relation cachée, mais une réalité tout aussi fragile, celle d'une femme qui avait cherché à combler un vide en se laissant entraîner dans un cercle de jeux clandestins. Cette confession, loin de tout simplifier, révélait une vulnérabilité qu'elle avait longtemps dissimulée. Mais au centre de tout, c'était bien Diego qui incarnait le point de bascule. Le moment où tout changea ne fut ni spectaculaire ni bruyant. Il n'y eut pas de confrontation, pas de cris, pas de geste théâtral. Juste un instant suspendu, où toutes ses résistances cédèrent en silence. Lorsqu'il accepta finalement de participer au braquage, ce fut presque imperceptible, comme une évidence qui s'imposait à lui malgré lui. Et pourtant, dans cette acceptation discrète, tout venait de basculer. Dans le même temps, alors que la décision de Diego venait à peine de se sceller dans un silence presque irréel, les conséquences de ce choix commençaient déjà à se déployer autour de lui, comme des cercles invisibles à la surface d'une eau troublée. Rien n'était encore visible pour ceux qui l'aimaient, mais une mécanique dangereuse s'était enclenchée, et chaque minute qui passait éloignait un peu plus Diego de la possibilité de revenir en arrière. Au cœur de la planque, l'atmosphère changea imperceptiblement après son acceptation. Là où subsistait auparavant une certaine distance entre lui et les autres membres du groupe, une nouvelle forme de regard s'installa. Ben, en particulier, ne chercha même pas à dissimuler sa satisfaction. Ce n'était pas une victoire bruyante, mais une validation silencieuse, comme s'il avait su depuis le début que Diego finirait par céder. Cette certitude renforçait sa position, tout en enfermant davantage Diego dans un rôle qu'il n'avait jamais réellement choisi. Bella, quant à elle, ne manifesta pas d'émotion excessive. Elle ne célébra pas cette décision, ne chercha pas à en faire un moment symbolique. Au contraire, elle poursuivit ses préparatifs avec une concentration intacte, comme si l'intégration de Diego dans le plan n'était qu'une étape logique, presque attendue. Pourtant, dans la manière dont elle lui parlait désormais, quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement un observateur toléré, mais un élément actif, impliqué, et donc responsable. Cette responsabilité, Diego commençait à en ressentir le poids sans pouvoir encore le nommer. Chaque détail du plan, chaque discussion autour du braquage, chaque précision apportée par Bella ou Ben, venait s'inscrire en lui comme une preuve supplémentaire qu'il avait franchi un seuil. Ce n'était plus une idée abstraite, ni une menace lointaine. C'était une réalité en construction, à laquelle il participait désormais pleinement. Pendant ce temps, à 7, l'inquiétude continuait de grandir du côté des autorités. Martin, appuyé par Nordine et Manon, tentait de reconstituer les déplacements récents de la bande. L'interrogatoire de Momo et Matt sur la plage apporta un élément nouveau, fragile mais exploitable. La description d'une jeune femme correspondant à Bella, aperçue quelques jours plus tôt dans un bar, orienta les recherches vers une zone plus précise. Le détail du projet de départ vers le Canet, en lien avec les conditions de vague, ajoutait une dimension supplémentaire à l'enquête. La bande ne se contentait pas de se cacher, elle préparait déjà l'après. Ces informations, bien que partielles, permettaient à Martin de dessiner une trajectoire. Mais cette trajectoire restait incertaine, fragmentée, et surtout en retard par rapport aux intentions réelles du groupe. Car Bella, consciente du risque grandissant, avait pris une décision qui allait tout accélérer, avancer le braquage. Ce choix, pris avec une froide lucidité, modifiait profondément l'équilibre de la situation. En réduisant le temps de préparation, elle limitait les risques d'être repérée, mais augmentait aussi la pression sur chacun des membres. Pour Diego, cette annonce fut comme un choc silencieux. Jusque-là, il avait encore l'illusion d'un délai, d'un espace dans lequel il pourrait réfléchir, peut-être reculer. Mais en avançant l'échéance, Bella supprimait cet échappatoire. Dans ce contexte, Diego tenta brièvement de résister, non pas en refusant frontalement, mais en exprimant une hésitation, une inquiétude diffuse. Pourtant, face à la détermination de Bella et au regard insistant de Ben, ces mots perdirent rapidement leur force. Il comprit que dans ce groupe, le doute n'avait pas sa place, et que toute faiblesse risquait de le marginaliser, voire de le mettre en danger. Ainsi, sans même s'en rendre compte, il s'adapta. Il posa des questions, s'intéressa aux détails, chercha à comprendre les rôles de chacun. Ce mouvement, en apparence anodin, marquait en réalité une transformation profonde. Il ne subissait plus seulement la situation, il y participait. Et cette participation, aussi involontaire soit-elle, le liait désormais au destin du groupe. À distance, Alex poursuivait ses propres recherches avec une détermination presque désespérée. En sollicitant Manny pour obtenir des informations sur la bande de Bella, il tentait de reconstruire un puzzle dont il ne possédait que quelques pièces éparses. Chaque indice, chaque rumeur, chaque détail pouvait faire la différence.
Mais derrière cette quête, il y avait surtout une peur qu'il refusait d'exprimer pleinement, celle de ne pas arriver à temps. Cette peur, Maud la ressentait également, mais sous une forme différente. En se confiant à Raphaël, elle laissait apparaître un sentiment de culpabilité qui la rongeait. Elle avait vu les signes, perçu les changements chez Diego, et pourtant elle n'avait rien fait. Cette prise de conscience tardive lui donnait l'impression d'avoir contribué, malgré elle, à la dérive du jeune homme. Dans son esprit, Bella n'était pas seulement une mauvaise influence, elle était une manipulatrice, quelqu'un capable de détourner Diego de lui-même. Cette vision, bien que subjective, traduisait une réalité plus large. Diego n'était plus perçu comme maître de ses choix, mais comme quelqu'un entraîné, happé par une dynamique qui le dépassait. Et cette perception renforçait l'urgence ressentie par ceux qui tentaient encore de le sauver. Pendant ce temps, à l'hôpital, la situation autour de Daniel continuait d'évoluer lentement, mais sûrement. Marianne, en s'impliquant davantage dans son suivi, ne pouvait ignorer la complexité du personnage. Derrière ses plaintes et son caractère difficile, se cachait une forme de solitude, presque une amertume accumulée au fil des années. Cette impression se confirmait à mesure qu'elle en apprenait davantage sur son lien avec Sébastien. Le refus de ce dernier de s'ouvrir sur le sujet ne faisait qu'accentuer le mystère. Chaque tentative de Marianne pour comprendre se heurtait à un mur de silence, comme si certaines blessures étaient trop anciennes, trop profondes pour être évoquées sans risque. Pourtant, cette tension, bien que discrète, ajoutait une dimension émotionnelle supplémentaire à une journée déjà chargée. Dans un registre plus quotidien, mais tout aussi révélateur, les tensions chez les Moreno continuaient de s'intensifier. Le comportement de Christelle, son attitude distante envers Sylvain, et sa proximité apparente avec Bruno créaient un déséquilibre de plus en plus difficile à ignorer. Sylvain, habitué à encaisser, commençait à montrer des signes d'épuisement. Ce n'était pas une explosion de colère, mais une lassitude, un ras-le-bol qui s'installait lentement. Bruno, conscient du terrain glissant sur lequel il se trouvait, tentait de désamorcer la situation, mais sans réel succès. Les non-dits s'accumulaient, les malentendus se multipliaient, et l'équilibre du couple Moreno semblait de plus en plus fragile. Ainsi, tandis que chaque personnage faisait face à ses propres tensions, un fil invisible reliait toutes ces histoires, celui des choix irréversibles. Et parmi eux, celui de Diego restait le plus dangereux, car il ne concernait pas seulement une erreur ou un écart, mais une véritable entrée dans un monde où chaque décision pouvait avoir des conséquences dramatiques. C'est alors que, dans ce climat chargé, la préparation du braquage entra dans sa phase la plus concrète, marquant un point de non-retour que personne, pas même Diego, ne pourrait désormais ignorer. Pendant ce temps, la mécanique du braquage atteignait un niveau de précision qui ne laissait plus place à l'improvisation, comme si chaque détail, jusque-là abstrait, venait soudain s'ancrer dans une réalité concrète et imminente. L'espace autour de la bijouterie, observé pendant des jours, voire des semaines, devenait désormais un terrain d'action parfaitement cartographié dans l'esprit de Bella. Les travaux en cours, les allées et venues des ouvriers, les moments de relâchement dans la surveillance. Tout était intégré dans un schéma que seule elle semblait maîtriser avec une lucidité presque troublante. Diego, plongé dans cette organisation méthodique, ressentait une sensation étrange, faite à la fois d'adrénaline et d'oppression. Plus il comprenait les rouages du plan, plus il prenait conscience de la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Chaque information, chaque consigne, chaque geste répété mentalement agissait comme une preuve irréfutable. Il n'était plus extérieur à cette histoire, il en était devenu un acteur central. Cette prise de conscience, loin de le libérer, renforçait un sentiment d'enfermement dont il ne trouvait pas l'issue. Bella, fidèle à elle-même, avançait sans jamais laisser transparaître le moindre doute. Lorsqu'elle évoquait sa grand-mère, ce n'était pas avec une fragilité apparente, mais avec une détermination presque sacrée. Derrière son projet, il n'y avait plus qu'un simple gain matériel. Il y avait une promesse, un lien invisible avec un passé qu'elle refusait d'abandonner. Cette dimension intime donnait à son engagement une intensité particulière, rendant toute opposition inutile à ses yeux. Pour elle, ce braquage n'était pas une option, mais une nécessité. Face à cette conviction, Diego se retrouvait une fois de plus déstabilisé. Il aurait voulu opposer une logique, rappeler les risques, tenter de ralentir le processus. Mais chaque fois qu'il cherchait à formuler ses doutes, il se heurtait à une certitude plus forte que lui. Bella ne cherchait pas à le convaincre, elle imposait une vision dans laquelle il finissait par s'inscrire malgré lui. Et peu à peu, ce qui lui semblait inconcevable quelques jours auparavant devenait une réalité qu'il acceptait sans même s'en rendre compte. Dans un autre registre, l'enquête continuait de progresser, mais toujours avec ce décalage inquiétant entre ce que la police savait et ce que la bande préparait réellement.
Nordine et Manon, en recoupant les témoignages, affinaient leur compréhension des déplacements du groupe. Les détours effectués par Momo et Matt pour rejoindre leur plan confirmaient une chose essentielle. Ils étaient méfiants, organisés, et parfaitement conscients du danger que représentait la police. Cette prudence compliquait considérablement le travail des enquêteurs. Chaque piste semblait se refermer au moment où elle devenait exploitable, comme si la bande évoluait toujours une étape en avance. Martin, malgré son expérience, sentait que le temps jouait contre eux. Plus les heures passaient, plus la probabilité d'un passage à l'acte imminent augmentait, et avec elle, le risque que Diego soit définitivement entraîné dans quelque chose d'irréversible. Du côté de Maude, l'angoisse ne cessait de croître. Ce qu'elle avait d'abord perçu comme un simple éloignement devenait désormais une disparition inquiétante, presque irréelle. En repensant aux derniers moments passés avec Diego, elle tentait de retrouver un signe, un indice qui aurait pu lui permettre d'agir autrement. Mais plus elle cherchait, plus elle se heurtait à un sentiment d'impuissance. L'idée qu'il puisse être manipulé par Bella s'imposait à elle avec une évidence douloureuse, renforçant son besoin de comprendre, mais aussi sa peur de découvrir la vérité. Raphaël, en l'écoutant, percevait toute la complexité de la situation. Il ne s'agissait pas simplement d'un jeune influençable, ni d'une mauvaise rencontre. Ce qui se jouait dépassait ses explications simplistes. Diego était en train de construire une identité nouvelle, dans un environnement qui valorisait la prise de risque et la transgression. Et une fois ce processus enclenché, il devenait extrêmement difficile de revenir en arrière. À l'hôpital, Marianne poursuivait son observation de Daniel avec une attention croissante. Derrière ses exigences et son comportement parfois désagréable, elle percevait des failles, des contradictions qui trahissaient une histoire plus profonde. Lorsqu'elle évoqua à nouveau son existence auprès de Sébastien, elle espérait, sinon une explication, au moins une réaction plus nuancée. Mais le refus restait total, presque catégorique, comme si ce lien familial n'avait jamais existé. Ce rejet, aussi brutal soit-il, ne faisait que renforcer la curiosité de Marianne. Elle comprenait désormais que ce conflit ne pouvait pas être réduit à une simple dispute. Il y avait là quelque chose de plus ancien, de plus intime, une fracture qui avait résisté au temps et aux tentatives d'oubli. Et cette fracture, bien qu'éloignée des événements en cours, participait à cette atmosphère générale de tension, où chaque relation semblait menacée par un passé non résolu. Dans le même temps, les tensions chez les Moreno continuaient de s'installer dans le quotidien, de manière insidieuse mais persistante. Le comportement de Christelle, son refus de communiquer avec Sylvain, créait une distance difficile à combler. Ce n'était pas une rupture franche, ni un conflit ouvert, mais une accumulation de gestes, de silences, de regards évités qui finissaient par peser lourd. Sylvain, de son côté, oscillait entre frustration et résignation. Il ne comprenait pas totalement ce qui avait changé, ni comment réparer ce qui semblait déjà abîmé. Bruno, pris entre les deux, tentait de maintenir une forme d'équilibre, mais sa présence ne suffisait plus à apaiser les tensions. Ce qui n'était au départ qu'un malaise devenait peu à peu une véritable fracture. Mais au centre de toutes ces dynamiques, Diego restait le point de convergence, celui autour duquel tout pouvait basculer. À mesure que le braquage se rapprochait, une réalité s'imposait, il n'y aurait pas de retour en arrière sans conséquence. Chaque minute le rapprochait de l'instant où tout deviendrait concret, irréversible, et où les choix faits dans l'ombre devraient être assumés à la lumière. C'est dans ce climat tendu, presque suspendu, que les dernières étapes du plan commencèrent à se mettre en place, annonçant un passage imminent à l'action dont personne ne sortirait indemne. À ce moment-là, tout semblait s'accélérer sans que personne ne puisse réellement freiner le mouvement déjà enclenché, comme si les événements, longtemps contenus, trouvaient enfin une issue dans une succession de décisions irrévocables. La tension, jusque-là diffuse, devenait plus palpable, presque physique, et chaque personnage se retrouvait confronté à une forme de vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans la planque, l'atmosphère avait changé de manière subtile mais irréversible. Les discussions ne tournaient plus autour d'hypothèses ou de projections, mais de gestes précis, de rôles attribués, de timing calculé. Bella imposait le rythme avec une autorité silencieuse, organisant chaque détail comme si elle anticipait déjà toutes les réactions possibles. Rien n'était laissé au hasard, et cette maîtrise donnait à l'ensemble une dimension presque inéluctable. Diego, immergé dans cette préparation, ressentait désormais une pression constante, une tension intérieure qui ne le quittait plus. Il ne s'agissait plus seulement de peur, mais d'une forme d'engagement dont il mesurait progressivement la portée. Chaque consigne mémorisée, chaque mouvement répété mentalement, renforçait son implication. Ce qui, au départ, n'était qu'une dérive devenait peu à peu une trajectoire assumée, même si cette acceptation restait fragile, presque inconsciente. Face à lui, Ben observait sans intervenir directement,
mais sa présence suffisait à maintenir une forme de contrôle. Il n'avait plus besoin de pousser Diego, ni de le provoquer. Le simple fait qu'il soit là, attentif, vigilant, rappelait à chacun que le groupe fonctionnait selon des règles implicites, où l'erreur n'avait pas sa place. Cette pression silencieuse contribuait à enfermer Diego dans un rôle dont il ne pouvait plus s'extraire sans conséquence. Pendant ce temps, Bella continuait d'avancer avec cette détermination qui la rendait à la fois fascinante et inquiétante. Lorsqu'elle évoquait une dernière fois les raisons qui la poussaient à agir, ce n'était plus pour convaincre, mais pour affirmer. Sa promesse, son passé, son besoin d'aller jusqu'au bout formaient un bloc indivisible, une motivation qui ne pouvait être remise en question. Cette certitude, presque inébranlable, créait autour d'elle une forme de gravité, attirant les autres dans son orbite. À 7, l'inquiétude atteignait un niveau critique. Martin, en analysant les derniers éléments, comprenait que le temps leur échappait. Les témoignages, les recoupements, les déplacements identifiés permettaient de dessiner une image de plus en plus précise, mais cette image restait en décalage avec la réalité immédiate. Il y avait toujours un pas de retard, une information manquante, un détail qui empêchait d'agir au moment décisif. Nordine et Manon, engagés dans cette course contre la montre, tentaient de combler ces lacunes en multipliant les vérifications. Chaque indice était examiné, chaque témoignage réévalué, comme si la solution pouvait surgir d'un élément apparemment insignifiant. Mais malgré leurs efforts, une sensation persistante demeurait, celle d'arriver trop tard. Dans ce contexte, Alex poursuivait ses recherches avec une détermination qui frôlait l'obsession. Son inquiétude ne se limitait plus à une crainte diffuse, elle prenait la forme d'une urgence presque vitale. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver Diego, mais de le sauver avant qu'il ne commette l'irréparable. Cette conviction le poussait à agir sans relâche, à interroger, à chercher, à refuser toute forme de résignation. Du côté de Maud, la tension devenait presque insupportable. Chaque heure sans nouvelles renforçait son sentiment de culpabilité, comme si le silence de Diego était une accusation implicite. En se confiant à Raphaël, elle cherchait à alléger ce poids, mais les mots ne suffisaient plus. Ce qu'elle ressentait dépassait la simple inquiétude. C'était une peur profonde, celle de voir quelqu'un qu'elle connaissait disparaître derrière une version de lui-même qu'elle ne reconnaissait plus. Raphaël, attentive, tentait d'apporter une forme de recul, mais elle savait que certaines situations échappaient à toute logique. Ce qui se jouait pour Diego n'était pas seulement une erreur de parcours, mais une transformation, un glissement progressif vers un monde où les repères habituels perdaient leur sens. Et une fois ce glissement amorcé, il devenait extrêmement difficile de l'interrompre. À l'hôpital, la situation autour de Daniel continuait d'évoluer en parallèle, comme une autre forme de tension, plus intime, mais tout aussi significative. Marianne, en approfondissant sa relation avec lui, percevait de mieux en mieux les contradictions qui le traversaient. Son attitude, parfois agressive, parfois vulnérable, révélait une histoire complexe, marquée par des ruptures et des non-dits. Lorsqu'elle évoquait à nouveau son existence auprès de Sébastien, l'absence de réaction restait frappante. Ce refus de s'engager dans la conversation, cette volonté de maintenir une distance, témoignait d'une blessure toujours vive. Marianne comprenait que ce silence n'était pas un oubli, mais un choix, une manière de se protéger d'un passé trop douloureux pour être revisité. Dans un registre plus quotidien, mais tout aussi révélateur, les tensions chez les Moreno atteignaient un point de saturation. Le comportement de Christelle, son refus persistant de communiquer avec Sylvain, créait une atmosphère lourde, difficile à supporter. Ce n'était plus une simple mésentente, mais une rupture progressive, alimentée par des incompréhensions et des frustrations accumulées. Sylvain, de son côté, ne cachait plus son épuisement. Son agacement, longtemps contenu, commençait à s'exprimer de manière plus directe, traduisant une lassitude profonde. Bruno, pris entre les deux, tentait encore d'apaiser les choses, mais sa position devenait de plus en plus inconfortable. Il comprenait que la situation lui échappait, que les tensions qu'il espérait temporaires prenaient une dimension plus durable. Ainsi, tandis que chaque personnage affrontait ses propres conflits, une dynamique commune se dessinait, celle d'un point de rupture imminent. Tout convergeait vers un moment où les choix, les silences et les décisions accumulées allaient produire leurs effets, sans possibilité de retour. Et au centre de cette convergence, Diego avançait, sans vraiment s'arrêter, vers une action dont il ne mesurait pas encore toutes les conséquences. À ce moment-là, tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle avant l'irruption de l'irréversible. La nuit avançait lentement sur Sète, enveloppant la ville d'un calme trompeur, tandis que, dans l'ombre, les décisions prises plus tôt dans la journée commençaient à produire leurs premiers effets concrets.
Rien n'était encore visible pour ceux qui ignoraient tout ce qui se préparait, mais pour ceux qui étaient impliqués, chaque seconde résonnait comme un compte à rebours silencieux. Dans la planque, les derniers ajustements se faisaient avec une précision presque mécanique. Les gestes étaient plus rares, les paroles plus mesurées, comme si chacun prenait conscience que le moindre détail pouvait faire basculer l'ensemble. Bella, toujours au centre de cette organisation, conservait cette maîtrise froide qui la distinguait des autres. Elle ne cherchait plus à convaincre, ni à rassurer. Elle dirigeait, tout simplement, avec cette certitude intérieure qui ne la quittait jamais. Diego, lui, se retrouvait face à lui-même comme jamais auparavant. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus d'espace pour la fuite intérieure. Ce qu'il avait accepté quelques heures plus tôt prenait désormais une forme tangible, presque écrasante. Chaque élément du plan, chaque regard échangé, chaque silence partagé venait confirmer une réalité qu'il ne pouvait plus nier, il avait franchi la ligne rouge. Ce franchissement ne s'était pas fait dans la violence ou la rupture brutale, mais dans une succession de glissements presque imperceptibles. Et c'était précisément cela qui le rendait si dangereux. Diego n'avait pas eu le sentiment de faire un choix radical, et pourtant, il se retrouvait désormais engagé dans une trajectoire dont il ne contrôlait plus les conséquences. Cette prise de conscience, tardive mais lucide, faisait naître en lui une tension nouvelle, un mélange d'adrénaline et de vertige. Face à cette tension, Bella restait imperturbable. Lorsqu'elle évoquait une dernière fois l'objectif du braquage, ce n'était pas avec exaltation, mais avec une forme de calme déterminé. Sa promesse, son passé, son besoin d'aller jusqu'au bout formaient un socle inébranlable. Elle ne voyait pas le danger, ou plutôt, elle l'acceptait comme une composante inévitable de son parcours. Et cette acceptation, aussi radicale soit-elle, continuait d'exercer sur Diego une influence qu'il ne parvenait pas à briser. Pendant ce temps, à Sète, l'étau se resserrait sans que personne ne puisse encore en mesurer pleinement l'efficacité. Martin, conscient que le moment décisif approchait, intensifiait les recherches avec une urgence contenue. Chaque information était exploitée, chaque piste explorée, dans l'espoir de localiser la bande avant qu'il ne soit trop tard. Mais malgré cette mobilisation, une incertitude persistait, comme une ombre qui empêchait toute certitude. Nordine et Manon, engagés dans cette dynamique, multipliaient les démarches, conscients que le moindre détail pouvait faire basculer la situation. Leur implication, à la fois professionnelle et personnelle, donnait à leur action une intensité particulière. Ils ne poursuivaient pas seulement des suspects, ils tentaient de prévenir un drame dont ils pressentaient déjà la gravité. Alex, de son côté, refusait toujours d'abandonner. Sa détermination, nourrie par l'angoisse, le poussait à continuer malgré l'absence de résultats concrets. Chaque minute qui passait renforçait son sentiment d'urgence, mais aussi sa peur de ne pas arriver à temps. Dans son esprit, une seule idée dominait. Diego devait être retrouvé avant que tout ne bascule définitivement. Maud, quant à elle, vivait cette attente comme une épreuve insoutenable. L'absence de nouvelles devenait un poids écrasant, alimentant une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Elle revoyait les signes, les moments où elle aurait pu agir différemment, et cette relecture du passé ne faisait qu'accentuer son sentiment d'impuissance. Pour elle, Diego n'était plus seulement en danger, il était en train de se perdre. À l'hôpital, la situation autour de Daniel continuait d'évoluer dans une autre temporalité, plus lente mais tout aussi significative. Marianne, en approfondissant son observation, percevait de mieux en mieux les fractures invisibles qui traversaient cette famille. Le silence de Sébastien, loin d'apaiser les choses, donnait à cette histoire une dimension encore plus lourde, comme si certaines vérités étaient trop difficiles à affronter. Dans un registre différent, mais révélateur d'une même fragilité des relations humaines, les tensions chez les Moreno restaient présentes, prêtes à ressurgir à tout moment. Les silences, les regards évités, les paroles retenues formaient un climat instable, où chacun cherchait à préserver un équilibre de plus en plus précaire. Ainsi, toutes ces trajectoires, apparemment distinctes, convergeaient vers un même point, celui où les choix, les non-dits et les décisions accumulées allaient produire leurs effets, sans possibilité de retour. Et au centre de cette convergence, Diego avançait, porté par une dynamique qu'il ne maîtrisait plus. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette décision, prise dans un moment de bascule, allait non seulement transformer sa vie, mais aussi bouleverser celle de tous ceux qui tentaient encore de le ramener vers eux. Car certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent plus jamais être effacées.